Amis parieurs, bonsoir et permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une très très belle année 2022 et surtout la santé par les temps qui courent. C'est bien d'avoir la santé, bien évidemment on va poursuivre cette année avec les pronostics et tenter de vous faire gagner toujours autant d'argent qu'on l'a fait l'année dernière. Par exemple le week-end dernier on a eu des 11 sur 14, ce n'est pas mal, ça peut mettre un peu de beurre dans les épinards. Bienvenue dans cette nouvelle émission Feuille de match et avec moi comme d'habitude j'ai envie de dire Maître Pascal Bon. Bonsoir Pascal. Bonsoir Ronnie, bonsoir aux téléspectateurs. Et moi je dirais continuons de faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Bonsoir Patrice Basile. Bonsoir à tous les amis passionnés de foot et de pronostics. J'espère que cette année on sera aussi efficace que l'année dernière et pour le plus grand plaisir de nos parieurs. Bonsoir Guillaume Michaud. Bon, on va rester sur la lancée et puis essayer de refaire des scores intéressants sur ces prochains pronostics. Une émission bien évidemment que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. Au programme ce soir bien évidemment des pronostics mais un peu d'actualité footballistique également puisque nous allons avant de voir un peu de passer en revue la grille du week-end prochain, de dimanche 16 janvier 2022, une grille à valider avant 9h55 en heure locale. Nous allons parler un peu de foot les amis avec déjà le mercato, un peu calme, pas de grosses affaires à part l'OM qui a signé un certain Cédric Bakambu. Ça vous parle, maître? Même pas. On sait qu'on va peut-être lâcher Benedetto aussi, ça va soulager les salaires. Alvaro également. Alvaro aussi. C'est vrai que c'est un peu calme. Bon, on va dire qu'il y a beaucoup de blessés aussi. Il y a le contexte Covid, peut-être qui n'aide pas, on ne sait pas qui est en forme. Et puis il y a la CAN, on va peut-être parler tout à l'heure, mais il y a aussi la CAN où il y a pas mal de joueurs en ce moment qui sont mobilisés là-bas. Et c'est vrai que ça ne facilite pas le marché des transferts. Patrice Basile, du côté du Paris Saint-Germain, ça bouge pas beaucoup, on parle beaucoup, il y a beaucoup de bruissements, on entend parler d'Icardi qui va partir, de Diallo, de Kurzawa, mais pour l'instant, rien ne se passe. Oui, apparemment, le PSG a besoin de dégraisser, on veut dire, un petit peu le mammouth, comme on disait à l'époque. Et par contre, la grosse interrogation qui reste toujours en suspens, c'est cette histoire d'entraîneur. C'est vrai qu'on avait envisagé que Pochettino s'en aille avant la trêve et finalement il est là. Et on parle de plus en plus de Zidane. Il semblerait que le prince du Qatar soit un petit peu mécontent des résultats actuels et on comprend pourquoi. Donc c'est vrai que tous les fans du PSG espèrent peut-être voir arriver un Zidane demain, pourquoi pas sur le banc du PSG. Je pense que ça ne sera pas avant juin. Mais en tout cas, quand on voit les matchs du PSG en ce moment, c'est un peu inquiétant. Guillaume Michaud, pour mercato. Ouais, plutôt calme. Alors il y a peut-être une explication. Mino Raiola là, il est à l'hôpital en ce moment, donc peut-être les gros joueurs là, ils peuvent pas trop se décider sans lui. Ouais, par exemple Pogba, dont on parle. Il y en a un dont on parle, ça va pas se faire pour cet hiver, c'est Haaland. Notamment comme on parle de Mbappé au Real Madrid, il se dirait que Hollande, il s'appelle Hollande, pardon. C'est Hollande. Il irait au FC Barcelone pour qu'il refaire un peu la rivalité entre les deux clubs comme on a eu avec Messi et Ronaldo pendant la dernière décennie. Donc si ça se fait, ce serait assez excitant, moi je pense. Ce serait assez excitant. Et puis, messieurs, la CAN, bien évidemment, qui bat son plein en ce moment. On peut dire que les favoris jusqu'ici tiennent leur rang. Ah non. En tout cas, pas l'Algérie. Pas l'Algérie. Et puis, ça a été laborieux pour la Côte d'Ivoire, même le Cameroun. Ouais, mais ils ont gagné. Ça gagne. Voilà, mais on sent que, c'est un petit peu le mot qui revient à la mode, il n'y a pas de petites équipes. On sent que même les équipes moins connues, ils ne se laissent pas faire. On n'est pas sur des scores fleuves, à part aujourd'hui, où le Cameroun s'est largement imposé. Oui, l'Afrique, visiblement, a trouvé un super niveau. Le fait que la plupart des joueurs jouent effectivement dans les championnats étrangers, je trouve que maintenant, le niveau de la CAN a bien évolué, peut-être à part au niveau de l'arbitrage, peut-être, sur certains cas. Mais c'est vrai qu'on a des beaux matchs. Alors, on aura des surprises, bien évidemment, comme ça, il y a eu avec l'Algérie. Mais c'est vrai que la plupart des joueurs qui jouent là-bas sont très très bons, comme évidemment Salah et compagnie. Donc, non, ça promet un beau champion à la fin. Guillaume Michaud, est-ce qu'on n'a pas le sentiment que quelque part c'est mieux de regarder des équipes comme la Mauritanie, je sais pas, le Cap-Vert, que des équipes comme l'Algérie? Je prends l'exemple de l'Algérie qui a une très très belle équipe sur le papier, mais moi je vois un Riyad Mahrez par exemple, ce qu'il fait en Algérie, il le ferait jamais à Manchester United, à City pardon. Ouais, tout à fait. Là c'est un peu le charme de retrouver les petites équipes comme on avait eu l'Islande lors des Coupes d'Europe. Maintenant on se retrouve avec les petites équipes qui vont essayer de faire l'exploit et c'est possible. Il y a eu des matchs qui
matchs ont été assez serrés. Je pense au Cap-Vert notamment qui a été impressionnant face à Côte d'Ivoire. Donc moi j'espère quelques petites surprises comme ça et j'espère qu'on n'aura pas que des 1-0 parce qu'on en a eu beaucoup depuis le début de la compétition. Votre client, Maître Pascal Bon, et d'ailleurs je fais justement une petite... je profite de la CAN pour parler de votre client, puisqu'il est tout doigt lié à la CAN. Il s'agit de l'arbitre de la rencontre Tunisie-Mali, victime d'insolation. Il s'appelle monsieur, c'est un Zambien, c'est monsieur Jani Sikazoué. Voilà, prononcez bien. Sikazoué. Voilà. Ouais. Voici une nouvelle star de la Zambie. Et voilà, au moins, ce client-là, il sera connu, il restera dans l'histoire. On ne verra peut-être pas pour de bonnes raisons, mais en tout cas, il rentre dans l'histoire et bon, on verra, oui, il y a de quoi le défendre convenablement. Qu'allez-vous plaider, maître? Je le dis non coupable. Non coupable. Bon, pourtant, Non coupable. un arbitre qui s'est fait 3 fois la fin du match. Bon, vous avez des arguments pour ça? On va voir ça tout à l'heure, bien évidemment. Allez, c'est parti pour la grille qui nous concerne. Une grille à valider ce week-end avant 9h55. Elle va s'afficher sur votre écran. Pour l'instant, nous n'avons que 13 matchs à vous décrypter. Marseille, Lille, 3 Lyon, Monaco, Clermont, Reims, Metz, Lorient, Angers, Strasbourg, Montpellier, Tottenham, Arsenal, le derby, le North London Derby, Liverpool, Brentford, West Ham, Leeds, Augsbourg contre l'Eintracht de Francfort, l'AS Roma contre Cagliari, l'Atalanta de Bergame contre l'Inter Milan et un match de la CAN, il s'agit de Algérie-Guinée équatoriale. C'est parti, messieurs, pour la première rencontre de cette grille. Une belle rencontre, une belle affiche entre l'OM, et oui, l'OM qui va disputer ce premier match donc de cette grille contre une équipe bien connue également, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que du champion de France en titre, Marseille. Lille, match numéro 1, Lille qui reste sur 3 matchs sans défaite et surtout 2 succès consécutifs face à Marseille. On va regarder quand même d'abord l'historique des rencontres entre les deux formations, historique qui va s'afficher là sur votre écran. Regardez bien, messieurs, 49 victoires pour Marseille, 38 pour Lille et 29 matchs nuls. Pour moi, en tout cas pour ce qui me concerne, et pardonnez-moi Maître Pascal Bon, mais je ne vois pas Marseille l'emporter. Je vois une victoire de Lille ou encore un match nul. Moi je suis sûr que certains me suivront. J'ai fait ma couverture complète parce que voici un match qui est intéressant et qui est certain pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on a une équipe de Marseille qui sait, on va dire, faire le dos rond dans des matchs à enjeu avec des équipes de rang. Ils sont peut-être décevants quand ils prennent de haut les petites équipes, mais quand il y a une équipe qui savent jouer en face, ils se mettent à niveau en tout cas. On a vu sur un Marseille PSG à domicile. Donc en face, il y a un Lille qui est plutôt dans une pente, on l'avait dit, plutôt ascendante, avec cette espèce de confiance qui est revenue depuis la qualification en Ligue des Champions. Donc c'est vrai que on ne sait pas qui peut l'emporter ou puis peut-être se neutraliser à domicile parce qu'effectivement ce serait le mauvais ton que Marseille qui est troisième, donc qui est devant Lille, puisse prendre une raclée à domicile. Donc peut-être que, encore une fois, vous avez vu, moi je référence là-dessus, c'est sur le Marseille PSG. Si Marseille, peut-être au fil du match, voit que Lille va un peu prendre le dessus sur le plan technique ou de l'impact, ils vont peut-être se regrouper pour éviter de prendre une valise et finir sur un match nul. Par contre, s'ils arrivent à peut-être faire avec les flèches qu'ils ont et voilà, et les joueurs qu'ils ont qui peuvent prendre les intervalles, peut-être que Marseille peut le remporter aussi. Alors on a aussi les faits, on a eu aussi les soubresauts avec la défense Saliba qui était positif, avec négatif. Donc c'est vrai que je pense que l'entraîneur a eu du mal, hein, peut-être pas dans une sérénité qu'il a abordé ce match-là. Bon, on a jusqu'à dimanche. On verra, mais pour moi c'est un match très très ouvert, couverture complète sans hésiter. Ah oui, je rejoins complètement Maître Bon, puisque c'est vrai que ça va être un grand match. Moi, je pense que ça va être un match assez intéressant à voir, parce que ça va être un match offensif. Alors maintenant, en termes de pronostics, Marseille, effectivement, joue chez eux. Ils ont quand même un petit bémol sur leur équipe, puisqu'ils ont des joueurs absents. Notamment, je pense à Dieng et Gueye, qui sont évidemment à la CAN. Je pense à Milik, qui est covidé, je crois, jusqu'à présent. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas avoir leur effectif complet contre une équipe de Lille qui, elle, sera au complet, qui effectivement marche bien depuis un certain temps, a eu du mal ce début de championnat, ce qui explique leur 10e place. Et attention, c'est une équipe qui maintenant commence à trouver sa carburation, commence à trouver un style proche de celui qu'ils avaient l'année dernière et qui leur a attribué le titre. Donc oui, ça va être un match
qui va être indécis jusqu'au bout pour moi, qui risque d'aller au match nul. Avec peut-être une petite préférence pour Marseille qui va jouer à domicile et qui effectivement va jouer un match complet à fond. Donc oui, ça peut être un match intéressant. Donc, ou victoire de Lille pour moi, ou d'un match nul. C'est vrai que moi je pense que les deux équipes sont sur des très bonnes dynamiques. Sur les 5 derniers matchs, 0 défaite des deux côtés. Surtout Marseille, ils ont enfin cassé la malédiction quand même à Bordeaux depuis 44 ans. Donc je pense que niveau moral... Contre une équipe covidée quand même un peu. Oui, bah, franchement, c'était la seule solution je pense, parce que 44 ans quand même... Et d'autre côté, Lille, avec la qualification effectivement en Ligue des Champions, c'est une équipe qui est un peu revenue sur le devant de la scène et qui est très dangereux à l'extérieur, avec des attaquants très très performants, notamment Jonathan David. Marseille va peut-être récupérer Bakambu, qui est un grave attaquant aussi, donc je m'attends à un super match personnellement et je pense qu'il y aura des buts. Et là-dessus, je préfère mettre ma couverture totale pour le regarder tranquille dimanche soir. Pas de risque donc du côté de nos amis parieurs, vous l'aurez compris. Match numéro 2 entre Troyes et Lyon, 9 victoires consécutives pour les Lyonnais face à ces Troyens. On va d'ailleurs regarder l'historique des rencontres entre les deux formations. Vous allez voir que Lyon mène très très largement. Il y a 16 victoires lyonnaises, que j'ai envie de dire 3 petites victoires de 3 et 2 matchs nuls. Donc avantage très net aux Lyonnais. Oui, malgré, on va dire, les déceptions, on voit bien que, si on parle du match précédent face au Paris Saint-Germain, voilà, connexion Guimarães, Paqueta, extraordinaire. Franchement, c'était voilà, une première mi-temps qui était aboutie pour le Lyon. Et il y a encore une fois cette espèce de Mr. Hyde de Todd Jekyll chez Lyon. Je sais pas, pire que le PSG, on sait pas. On peut passer du flamboyant, même en l'absence de Toto Ekambi, on se disait bon, ça va être plus compliqué, mais ils ont quand même bien joué. Et puis voilà, en deuxième mi-temps, il baisse, et puis Paris arrive à poser son jeu. Donc face à une modeste équipe de Troyes, même si c'est un match à l'extérieur, bon, c'est quand même une occasion, une opportunité pour Lyon pour se rassurer. Moi, je vois avec l'effectif, le jeu, on a quand même un entraîneur qui fait le job, même s'il n'a pas les résultats, il y a quand même une patte boss. Alors, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on sent qu'il fait un peu comme Deschamps à l'époque à Marseille. Il a des pelés détendus et il arrive à quand même à jouer, mais c'est compliqué parce qu'ils ne sont pas toujours au rendez-vous. Mais moi, je pense quand même que face à Troyes, à l'extérieur, Lyon va pouvoir remporter la mise. Je vais refaire mon jeu de mots de la semaine dernière. 3, c'est 3 points assurés pour l'instant, parce que c'est vrai que déjà 3, n'était pas très en forme, mais alors là, ils ont été décimés par le Covid. Ils ont eu un cluster qui a fait qu'ils ont une équipe qui est vraiment complètement anéantie, on va dire. Donc je ne vois pas comment Lyon, après surtout le match qu'ils ont fourni contre Paris, pourrait perdre contre cette équipe de Troyes, notamment si Paqueta joue, et je pense qu'il jouera. On a vu que c'était vraiment un très grand joueur de foot, en plus associé à Aouar. Non, je pense qu'effectivement Maître Bon a raison, l'équipe de Lyon est largement favori sur ce match et devrait sans aucun problème l'emporter. Là, je suis un peu les conseils de mes collaborateurs. Je crois que Lyon, je pense, est largement favori sur ce match-là, comme disait Patrice. Après, on a l'effet Lyon, ils sont un peu, des fois, ils jouent une mi-temps et pas l'autre. C'est un peu ce qui s'est passé, je trouve, à Paris. Peut-être aussi parce que Paqueta est sorti du match. Mais c'est pas une équipe qui fait 90 minutes pleines et je me dis, ils peuvent peut-être se faire surprendre par 3. Donc j'ai quand même joué le nul en couverture, mais ce sera soit le nul, soit la victoire de Lyon pour moi. Ben, vous voulez que je vous dise, messieurs, moi je vois bien les Troyens remporter la mise et moi de façon sèche, sans hésitation aucune. Moi je joue une victoire de 3. Mais écoutez, il faut prendre un peu de risque dans cette grille et surtout après la débauche d'énergie face aux Parisiens. Moi je vois bien les Lyonnais justement laisser un peu de plume. Match numéro 3, messieurs, nous partons sur le Rocher du côté de Monaco. Monaco qui accueille Clermont. Monaco qui a remporté ses 3 dernières confrontations face à Clermont. Et d'ailleurs j'ai envie de vous donner une petite stat officielle. Clermont n'a jamais gagné sur le Rocher en match officiel. Pour le coup, comme Monaco est une équipe bien inconstante, moi je vois bien les Clermontois aller récupérer le point du match nul là-bas. Maître Pascal Bon.
Oui, le contexte, on le sait aussi, c'est l'arrivée d'un nouvel entraîneur qui doit prendre ses marques, qui doit aussi, c'est vrai qu'il a fait des déclarations assez optimistes, positivistes, voilà, je vais prendre le temps avec chaque joueur de les connaître, tout ça, sauf que le temps, c'est l'ennemi des entraîneurs. Voilà, exactement. Et on sent bien que, voilà, on n'est pas encore dans la capacité de dire qu'il y a une patte, c'est Clément, ça, hein? Clément, voilà, face à cette équipe de Clermont. Et aussi, on a la référence, la dernière référence que nous avons, c'est ce match un peu pas abouti, face à un autre costaud, mais nous, on voyait quand même Monaco pouvoir, même à l'extérieur, pouvoir battre Nantes avec l'effectif qu'ils ont. L'effectif qu'ils ont, normalement, ils doivent terminer ces matchs-là donc à leur avantage. Et là encore, à l'extérieur, enfin à domicile, face à Clermont, on devrait dire que ce rocher monégasque devrait gagner à domicile avec cette équipe-là. Donc, moi, je vois soit même une victoire de Monaco, mais je suis obligé peut-être de mettre une petite prudence, de mettre aussi peut-être une espèce de match nul un peu frustrant, mais réaliste possible en tout cas. Moi, j'ai toujours été encouragé Clermont, que j'ai toujours trouvé comme une équipe sympathique et courageuse dans ce championnat, malgré un effectif qui est quand même très, très limité. Mais là, malheureusement, encore une fois, je vais être obligé de prendre en considération l'aspect Cannes, puisque Clermont a un maximum de joueurs, beaucoup de joueurs qui sont partis à la Cannes. Et ça s'est encore vu le week-end dernier. Sans ces joueurs-là, Clermont devient une équipe de National 2. Donc je ne vois pas qu'est-ce que Monaco pourrait craindre de cette équipe. Surtout que Ben Yedder, qui ne jouait pas la semaine dernière contre Nantes, va revenir et avec des gens comme Voland, un effectif aussi pléthorique que cette équipe de Monaco qui va jouer à domicile. Là, franchement, si je dois jouer un match où je suis vraiment sûr de moi, c'est bien celui-là. Je pense que Monaco va clairement s'imposer sur ce match. Moi, je serais un peu plus indulgent sur l'entraîneur Clément, justement, parce que c'est son premier match, finalement, il fait un 0-0, il se crée des occasions, on en concède quelques-unes, mais pas tant que ça. C'est une base, je pense, pour retravailler. Je pense que Clermont, ça va être pas mal, parce que Clermont, effectivement, ils ont les gars qui sont partis à la Cannes, ils ont eu un carton rouge, c'est Seydou, il sera absent sur le prochain match, donc ils seront forcément assez affaiblis. Ils ont joué à 10 contre 11 en plus, donc je pense qu'ils ont utilisé pas mal d'énergie, et Monaco récupère un Ben Yedder. Le petit plus qui leur manquait en attaque, ils vont l'avoir. Donc je vois Monaco l'emporter assez facilement et continuer sur leur série. Le match numéro 4 et dernier match avant la première pause de cette émission nous emmène à Reims. Reims qui accueille Metz. Reims qui reste sur une série de 8 matchs sans victoire face à Metz. On va regarder d'ailleurs, si vous le voulez bien, l'historique des rencontres entre les deux formations. Regardez bien, messieurs, c'est somme toute assez équilibré. 25 victoires pour Reims, 23 pour les Grenats de Metz. Et il y a eu 22 matchs nuls. J'ai envie de dire match ouvert, pronostic ouvert. Pas de match nul entre les deux formations. Maître Pascal Bon. Je serai un petit bémol. Moi, justement, je trouve que c'est le match un peu déprimant. Le match bof. Le match pour quand on écoute Adèle. J'aime bien, moi, le match bof. On écoute Adèle et puis voilà. on met la corde. Non, sérieusement, on a un petit peu du mieux sur le papier pour Metz qui récupère Jimerson. Ils avaient pas mal de défections dans l'effectif. Au niveau des résultats, c'est pas très flamboyant. C'est une élimination en coupe, c'est un match nul contre Lyon et après une défaite. Donc est-ce que c'est la meilleure manière d'aborder Et pareil, au terrain, c'est pas si mieux, mais en tout cas, ils sont quand même 14e. Il y a quand même plus de 8 points entre les deux. Je me dis peut-être qu'à domicile, Reims peut continuer, puisqu'on sait qu'ils savent jouer au ballon. Et pourtant, je vois plutôt un match nul où ils vont se neutraliser. Je vois plutôt un match nul, moi. Pas de victoire d'une part et d'autre. Tout à fait d'accord. Je rejoins Ronny qui a parfaitement détecté le match bof de la semaine. On peut effectivement considérer que ce match-là va être un match bof pour plein de raisons. D'abord parce que Reims et Metz ont tous les deux des joueurs qui sont partis aussi à la Cannes, surtout Metz qui a encore une fois perdu 7 joueurs. On l'a vu la semaine dernière contre Clermont. Ça a été effectivement un vrai match bof avec 0-0 à la clé.
Donc c'est vrai que là, on a tout à fait le prototype du match nul à tous les niveaux, hein, aussi bien au niveau de la qualité du jeu que du résultat. Effectivement, on pourrait se dire que Reims a un petit avantage parce qu'ils jouent à domicile, qu'ils ont la meilleure cote. Mais franchement, quand on voit effectivement les derniers résultats de ces deux équipes, ça va être compliqué de sortir un vainqueur. Donc moi, je reste sur le match nul à tous les niveaux. Effectivement, au niveau statistique, c'est pas terrible des deux côtés. Et en plus, on a vu Reims galérer contre Clermont en 11 contre 10, quand même, c'est un peu pas excellent. Mais ce qui était assez bon à l'extérieur, là, je sais pas s'ils vont réussir à faire quelque chose parce qu'il leur manque pas mal de joueurs, effectivement. Donc c'est vrai que je suis parti à la base sur un match nul. Mais je me dis que les Reims, ils ont quand même une petite chance, ils jouent à domicile. Ils ont des fois fait des bons matchs à domicile, ça leur arrive. Donc allez, soit la victoire à domicile ou le nul pour moi. Merci messieurs pour ces premiers pronostics, les 4 premières rencontres de cette grille. Promis, juste après la pause, on va voir une équipe en grand danger. A tout de suite. Retour sur le plateau de la feuille de match avec nos amis chroniqueurs Maître Pascal Bon, Patrice Basile et Guillaume Michaud. Bien évidemment, nous allons poursuivre la descente de la grille. Je vous l'avais promis, nous allons rendre visite à une équipe en grand danger. Il s'agit de Lorient qui accueille pour le match numéro 5 la formation d'Angers. Ça ne s'invente pas. Angers qui n'a plus gagné, cela dit, à Lorient depuis le 3 septembre 2004. On va regarder quand même l'historique des rencontres entre les deux formations, mais ça va être compliqué pour les Lorientais, même si je leur accorde la faveur de mon pronostic, comme du reste l'historique des 24 confrontations qui fait état de 9 victoires pour Lorient, 7 pour Angers et 8 matchs nuls. Maître Pascal Bon. Et oui, Ronnie, il est loin ce temps où Angers tutoyait les 5 premiers, le top 5. C'était avant. Ah oui, c'est une dégringolade. La dernière victoire d'Angers, c'est de 5 décembre. 5 décembre, depuis, c'est la catastrophe. Ils sont 12e aujourd'hui. Et pourtant, dans le match, dans cette confrontation de l'Ouest, ils abordent une équipe de Lorient qui est pas mieux, il faut le dire. Que son coup de front, je crois que c'est Lorient qui s'est fait éliminer par l'Inas Montléry. Franchement, voilà, on est sur des équipes qui aussi marquées, comme le disait aussi Patrice, par pas mal de joueurs qui jouent à la CAN, il me semble. Encore une fois, sur ces équipes-là, on est vraiment dans une logique de se dire que ça va être des matchs un peu compliqués à pronostiquer. Une victoire à domicile, peut-être parce que on va dire que Lorient joue un petit peu mieux, parce qu'on peut rester sur la référence qu'ils ont fait match nul contre le PSG, donc c'est une belle performance tout de même. Mais en même temps, moi je vais peut-être respecter la logique du classement et me dire que à l'extérieur, malgré tout, il va falloir quand même qu'un jour il y ait une révolte à Angers qui puisse gagner face à Lorient, ou bien ce fameux match nul que nous connaissons bien dans ce type de confrontation entre un 12e et un 18e, mais un 12e très mal en point. Oui, d'autant plus mal en point que Lorient est donc à la limite de la descente, puisqu'ils sont avant-dernier. Donc c'est leur dernière chance de récupérer des points, parce que tous les autres matchs après vont être compliqués, avec des équipes difficiles à jouer. Et effectivement, Angers n'est pas au mieux en ce moment, puisqu'ils ont beaucoup d'absents aussi. Baoken, je crois, est absent, Bouffal est absent. On ne sait pas qui est-ce qui est négatif, qui est-ce qui est positif, parce qu'ils n'ont pas trop communiqué là-dessus au niveau du Covid. Donc Lorient, qui a quand même nous a montré un beau visage contre le PSG, mais toutes les équipes jouent bien contre le PSG, il faut bien se le dire. Mais ils nous ont quand même montré qu'ils savaient jouer au football, qu'ils étaient capables de faire beaucoup mieux que leur 18e place. C'est ça. Et donc, oui, pourquoi pas revenir par une victoire et se sortir un tout petit peu de la zone dangereuse contre un Angers qui en a pris 4 contre Montpellier dernièrement quand même. Voilà, donc je pense que les données sont claires pour cette équipe, mais en tant que pronostiqueur, je ne peux pas voir autre chose qu'un match nul, parce que en général, dans ce genre de confrontation, c'est vrai que c'est des équipes qui ont du mal à installer leur jeu l'une contre l'autre. Alors, Lorient a un petit avantage parce qu'effectivement, ils jouent chez eux encore une fois et qu'ils ont beaucoup à perdre. Mais bon, moi je mettrais un match nul là-dessus, parce que c'est généralement le résultat qu'on retrouve dans ce genre de match.
Tout à fait, hein, je pense qu'on va s'orienter sur le match nul. J'ai directement mis ça quand j'ai vu l'affiche. Après, je dirais peut-être Angers, depuis le début de saison, si on regarde tous les matchs qu'ils ont fait, ils ont quand même peut-être un effectif légèrement au-dessus. Donc je me suis permis de rajouter une victoire à l'extérieur au cas où Angers se réveille et que Lorient retrouve son niveau habituel. Donc voilà, je vais miser le nul ou la victoire extérieure. Match suivant, match numéro 6, messieurs. Nous prenons la direction de l'Est de la France. C'est Strasbourg qui accueille Montpellier, des Montpelliérains qui sont invaincus depuis le 22 novembre 2020 face à cette équipe de Strasbourg, soit 5 rencontres. Je vous propose d'ailleurs l'historique des rencontres entre les deux équipes, la petite infographie qui va bien, regardez bien. Il y a eu 15 victoires pour Montpellier, 12 pour Strasbourg. Qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est bien ça. C'est 15 pour Montpellier, 15 pour Montpellier, 15 pour Strasbourg, 12 pour Montpellier, bien évidemment. Et 15 matchs nuls, donc les Montpelliérains, bien évidemment. Vous l'avez compris, qui ont pour l'instant le vent en poupe, mais la rencontre se dispute à Strasbourg et ça va être compliqué pour les Héroltais. Moi, je vois une victoire de Strasbourg. Eh bien, Ronnie, moi je suis en parfaite adéquation avec la signalétique et la légende de ce match, quitte au double. Pour moi, c'est voici un match qui, pour plusieurs raisons, ne se soldera pas par un match nul. On pourrait faire une couverture complète là-dessus. Mais moi, je vois la réalité, c'est qu'on a deux équipes très offensives et très efficaces offensivement. C'est pas justement des phases de jeu, mais ça pique, ça plante. De chaque côté, on a une équipe de Strasbourg qui joue très très bien au ballon, qui nous conforte dans son fond de jeu et dans sa capacité à pouvoir marquer, et des super buts. Et le côté, je l'ai dit, depuis que Delors et l'autre sont partis, même avec Savani et Matividi, bon, les gars continuent à jouer au ballon aussi. Et on a aussi un Montpellier qui voyage bien à l'extérieur, qui fait des coups. Donc pour moi c'est un match, effectivement il y aura un vainqueur, très ouvert, parce que aussi on a quand même 2 points seulement qui séparent ces deux équipes là, donc ils vont vouloir arracher la victoire et pas se contenter de match nul. Il va falloir qu'un des deux mette la distance ou se rapproche à Strasbourg de voir à domicile, de se faire respecter. Donc moi je vois Strasbourg pousser parce qu'ils sont à domicile, il faut qu'ils mènent le jeu. Et je vois bien sur des coups de fond, et voilà, on peut dire qu'on a développé ce petit jeu qui sait bien être efficace et, comme on dit, le mode chirurgical dans les temps forts. Donc match quitte au double, victoire ou défaite pour chaque équipe. Alors les amis, si j'ai bien précisé que c'est Montpellier qui était vaincu depuis le 22 novembre 2020, soit 5 rencontres, c'est bien Strasbourg qui mène au tableau des 42 confrontations. Strasbourg qui mène 15 victoires à 12. Voilà, il fallait le rectifier pour nos amis téléspectateurs et surtout nos amis parieurs. C'est important quand même ce genre de petites infos pour pouvoir vous concocter vos grilles en fin d'émission, bien évidemment. Patrice Basile. Oui, de toute façon, ce sera un beau match parce que c'est comme disait Maître Bon, un match où il y aura deux équipes à vocation offensive qui aiment jouer au football, qui ne mettent pas, comme on dit, le bus, qui ont des entraîneurs qui sont très offensifs dans leur esprit. Et il se trouve que Strasbourg, depuis le début de la saison, nous a régalé par ses scores fleuves. Maintenant, je suis très impressionné par l'équipe de Montpellier. Effectivement, malgré des départs de joueurs importants, ils ont quand même gardé un fond de jeu et des joueurs qui s'affirment de plus en plus. Effectivement, Savanier est devenu le patron de cette équipe. Mavididi et Richtich sont des joueurs qui marquent beaucoup de buts. Et donc, oui, c'est une équipe qui peut créer, pas une surprise, mais qui peut aller gagner contre Montpellier, qui a des joueurs absents et non pas des moindres, puisque leur principal buteur, Ajorc, est absent. Et moi, je pense que Strasbourg a une Ajorc dépendance, un peu comme PSG avec Mbappé. Et sans Ajorc, Strasbourg a beaucoup de mal. Donc, et surtout, n'oublions pas aussi que dernièrement, Montpellier a battu Strasbourg en Coupe de France. Tout ça peut peser dans la balance. Et donc, au départ, je dirais que Montpellier a un avantage à ce niveau-là sur Strasbourg, mais compte tenu du contexte, allez, en tant que parieur, je préfère rester sur un match nul parce qu'on va avoir des buts et peut-être les deux équipes vont s'annihiler un petit peu. Mais donc en tant que parieur, je dirais match nul, mais si d'autres peuvent mettre Montpellier vainqueur, je le comprendrai.
C'est vrai que je pense à un match. Alors je vais prendre un peu le contre-pied de Patrice. Je pense qu'il n'y aura pas de match nul parce que c'est des équipes qui sont offensivement tellement performantes, même sans la Géorgie. Je pense quand même que c'est pas mal. Strasbourg, c'est des équipes qui sont fortes à domicile, je trouve les deux. Montpellier à domicile, comme Strasbourg à domicile, c'est compliqué. Il y a eu le match en Coupe de France. Montpellier a gagné 1-0. Et là, je sens bien Strasbourg vouloir se venger, quoi. Je pense qu'ils attendent vraiment ce match-là. Ils ont joué la semaine dernière, ce qui n'est pas le cas de Montpellier. Montpellier a eu un match annulé contre 3 par rapport aux raisons sanitaires et je pense que le fait d'être sur une bonne dynamique, d'arrêter de jouer pendant une semaine, ça peut être comme un petit peu problématique vis-à-vis de la confiance, vis-à-vis des automatismes. Donc je vois plutôt Strasbourg, je les vois faire un coup et l'emporter face à Montpellier. Merci, messieurs. Messieurs, do you speak English? Yes, a little bit. A little bit. Ok, let's go. On va partir du côté de l'Angleterre. Vous l'avez compris pour les 3 prochains matchs. Le match numéro 7 entre Tottenham et Arsenal. Il s'agit du North London Derby. Arsenal qui reste sur 2 succès de rang. Mais chez leur pire ennemi, les Gunners n'ont plus gagné depuis le 23 septembre 2015. Encore une fois, match ouvert, pronostic ouvert. Les Gunners vont bien. J'en veux pour preuve leur match nul face à Liverpool ce jeudi après-midi en Cup. Donc les Gunners ne sont pas mal. Donc attention à cet Arsenal qui peut également aller faire un coup du côté de Tottenham. Oui, Ronnie, c'est vrai que là encore, même si on change de championnat, pour moi ça reste un match très ouvert et je maintiens pas de match nul entre ces deux équipes-là. Alors attention aux chiffres et aux stats. Donc on a une équipe d'Arsenal qui est devant le classement. Dans la fréquence des matchs, donc on a Arsenal qui a 3 matchs en moins. Un match en moins, mais Tottenham a 3 matchs en moins. Donc l'écart est un petit peu artificiel. Pour l'instant, il n'y a que 2 points entre le 6e et le 5e. Mais au détour peut-être des matchs, bon, il y a Liverpool, Tottenham, bon, je ne sais pas si c'est là que Tottenham va récupérer des points. Mais attention, pour l'instant, on a un Arsenal qui est en pleine bourre, mais attention au match en retard qui ne rend pas compte du réel classement de Tottenham. Donc c'est vrai qu'on a 2 équipes qui jouent mieux. Même cette défaite 1-0, moi je trouve qu'elle est prometteuse pour Tottenham. On a vu un Lucas qui joue un peu mieux, il y a plus de finition, plus de... Voilà, et puis même notre Harry Kane a été très bon. Très très bon. Donc je vois un match où il y aura un vainqueur. Et malheur à celui qui sera vaincu effectivement parce qu'il y en a un qui va peut-être prendre une option sur les places européennes et une dynamique derrière. C'est un vrai match intéressant. Non, je vois peut-être Tottenham faire un petit truc à domicile quand même et se conforter. Bon, Arsenal il joue, mais je sais pas, peut-être qu'à l'extérieur comme ça sera compliqué, mais il joue bien aussi. Donc match très ouvert. Ouais, moi je suis d'accord. C'est vraiment, pour moi, ça sera un match extrêmement ouvert, extrêmement intéressant à tous les niveaux, parce qu'on a 2 équipes qui ont à peu près les mêmes chances de perdre ou de gagner. C'est un match à 6 points, tout simplement. Donc chacun va défendre une place. Tottenham 6e, Arsenal 5e. Moi j'ai mis ma couverture complète là-dessus, parce que c'est vrai que ce match-là, par définition, on a du mal à le lire. Pourquoi ? Parce que Tottenham reste une équipe assez moyenne, mais qui commence un petit peu à monter en pression. On a des joueurs qui sont effectivement de plus en plus... par exemple, Kane, qui avant... depuis quelques temps a été vraiment un joueur redevenu comme les autres, c'est-à-dire que c'était pas un joueur très très efficace. Pourquoi ? Parce que on se rappelle de son problème de quand il voulait partir et Manchester City, il n'a pas pu y aller, etc. Donc après ça, il est vraiment resté un joueur bizarre. On le voyait pas sur le terrain, tout simplement. Et puis là, il revient en puissance, il monte, et il redonne à Tottenham une force de frappe finalement que Tottenham n'avait plus. Sans compter que Lucas aussi redevient un petit peu le Lucas de l'époque. Donc voilà. Et du côté d'Arsenal, c'est pareil. Lacazette qui avait disparu parce que l'entraîneur, lui, apparemment avait un problème, revient aussi. Faut pas oublier qu'Arsenal a une bien meilleure attaque que Tottenham. Ils ont à peu près 10 buts de plus. Donc ça compte aussi dans la balance. Donc moi, je pense que Arsenal a une meilleure chance de gagner ce match, mais comme j'ai mis ma couverture complète, donc je me suis couvert. Voilà, donc je pense que ça va être un très beau match que j'ai hâte de voir, en tout cas. Non, je suis du même avis au niveau de la qualité du match. Je pense qu'on va avoir un beau match. Après, Arsenal, c'est l'un des meilleurs Arsenal que j'ai pas vu un Arsenal comme ça depuis des années. Et en début de saison, je sais pas si vous vous souvenez, on leur crachait dessus en leur disant
que Arteta va être licencié, etc. Là, ils sont pas mal. Tottenham, avec le licenciement de l'ancien entraîneur Nuno Santos, qui était remplacé par Conte, on sent qu'ils ont remis en place un jeu bien structuré défensivement. Harry Kane se remet à marquer. Donc, pour moi, ils seront légèrement favoris sur ce match-là, mais ça reste quand même un derby. Donc, ça va batailler. Je vais assurer avec le nul quand même, en se disant qu'Arsenal va être costaud. Alors, petit bémol, c'est qu'Aubameyang ne fait plus partie de l'équipe quand même, et que l'attaque avec Alexandre Lacazette et que Martinelli, est-ce que ça va être suffisant pour pouvoir marquer des buts? Je suis un peu dubitatif. C'est pour ça que je mets un petit avantage sur Tottenham. C'est peut-être le seul bémol côté des Gunners. Le match suivant, match numéro 8, nous emmène à Liverpool au niveau dans la Mersey carrément. Liverpool qui reçoit Brentford. Les Reds n'ont jamais perdu face à Brentford. Moi, c'est clair, hein, victoire de Liverpool, bouillie pour Chamègre affamé. Match crème, Bruni. Match piège. Ah oui, parce que on a... Sans Salah et Mané, oui, c'est pas la même musique, mais bon, c'est quand même un collectif bien huilé. Voilà, oui, c'est vrai. Et puis, Brentford, ils ont pris une valise contre Southampton, mais avant Southampton, on sent qu'ils savent jouer, ils savent se transcender face aux gros. Je crois qu'ils ont City a dû s'y reprendre à la fin du match en décembre, 29 décembre, 1-0 face à Brentford. Hein. C'est pas comme si vous allez, je dis ça pour notre ami de Leeds ou de Norwich. Enfin, on sent bien quand même que c'est une équipe qui peut, des fois un peu se dépasser. Et j'ai une autre victoire de référence, c'est face à Aston Villa. 2-1 vers Aston Villa, Brentford, des fois, nous sommes un match correct. Donc ils ont sombré face à Southampton. Bon, on peut mettre quand même, comme disait Ronnie, une bille sur Liverpool pour pouvoir gagner à domicile malgré l'absence des deux super canons devant. Mais il faut faire attention, ça peut être un match où on décoche un match nul un peu frustrant. Ah oui, non, mais moi je suis tout à fait d'accord, parce que c'est vrai que Liverpool n'est pas l'équipe qu'on a connue il y a 2 ans, ça c'est clair, même si ils sont 3e et je pense qu'ils le méritent largement. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui marque le pas depuis quelques temps. Alors là, en plus de ça, ils n'ont plus Salah, ils n'ont plus Mané qui sont partis à la CAN. Mais contre un Brentford quand même un petit peu limité, je pense qu'ils ont de la marge, faut bien l'avouer. Maintenant, c'est vrai que, comme on dit souvent, tout est possible dans le football. Hein, on a déjà vu des surprises plus fortes que ça, surtout en Allemagne. J'ai encore un petit peu revenu de l'histoire du Bayern qui perd, je pense que j'ai plus fort. Donc voilà. Donc on peut se dire que oui, il peut y avoir des surprises. Hein. Donc moi j'ai préféré effectivement assurer le coup en disant Liverpool gagnant, c'est sûr, mais pourquoi pas un match nul parce que Liverpool aujourd'hui marque un peu le pas, n'est plus l'équipe en forme qu'on connaissait jadis. Et voilà, donc c'est possible qu'il y ait un problème. Mais enfin, Brentford est quand même faible. Effectivement, Brentford est... je trouve quand même leur classement assez... Enfin, ils ne méritent pas d'être 13e, ils sont pas si forts que ça, moi je trouve, quand je les vois jouer. Et Liverpool, moi non, c'est pas... Oui, c'est pas... Il y a des équipes à peu près au même niveau, Wolverhampton, ils sont meilleurs que par exemple. Enfin bon, au final, je trouve que Liverpool, il va leur manquer ça là, effectivement, Mané et Matip. Mais globalement, les gens qui les ont remplacés, comme Konaté, Minamino ou Origi a marqué un but en fin de match il y a encore pas très longtemps. Je pense qu'ils vont pouvoir les remplacer correctement. Ça va être plus difficile, mais... le niveau en face, ça devrait suffire. Donc victoire de Liverpool pour moi. Victoire de Liverpool pour Guillaume Michaud. Match numéro 9. Direction West Ham. West Ham qui accueille Leeds. 6 matchs sans défaite et 4 victoires consécutives pour les Hammers face à Leeds. Regardez l'historique des rencontres entre les deux formations pour vous faire une idée un peu de ce qui s'est passé dans l'histoire. Il y a eu 62 confrontations, 33 victoires pour Leeds, 12 pour West Ham et 17 matchs nuls. Messieurs, faites vos jeux, mais moi je ne vois pas du tout Leeds l'emporter dans ce match-là. Peut-être un match nul ou encore une victoire de West Ham. Mais sur ce plan-là, sur ce match-là, Ronnie, je serai un peu dans vos souliers. C'est vrai que, déjà, voilà, l'homme du moment, c'est Bowen. Parce qu'il a les feux aux jambes.
Face à Norwich, il en a mis 2, mais il voudrait mettre 4 ou 5 tellement il était au-dessus du lot. Et il était dans tous les bons coups et il joue bien, il joue très très bien. On a en tout cas dans la dynamique de West Ham des victoires de rang. Et donc justement, ce match-là vient un petit peu aussi dans la revanche, puisque en Cup, FA Cup, West Ham a gagné Leeds 2-0. Donc ça peut être aussi un match où Leeds aura envie de mettre les pendules à l'heure et de revanchard de dire bon, mais j'ai tiré le son de la défaite en FA pour pouvoir mieux me comporter face à West Ham. Mais je pense comme vous que voici une équipe, disons-le, peut-être qui va être aussi le Strasbourg de l'Angleterre, qu'on va retrouver européen à la fin parce que ça joue très très bien. Très mine de rien depuis, même face aux grands, s'ils sont là, ils sont 5 ou 6e. C'est pas 4e. Incroyable. J'ai noté 6e. Ils sont 6e, hein. Ils sont derrière Arsenal et Tottenham, non? Ça dépend comment tu comptes les matchs. Mais... C'est ça. Parce qu'il y a des matchs en retard pour. On pourrait dire que Tottenham, ils sont quasiment. En tout cas, ils sont une prometteuse 4e place alors. Et moi, je trouve qu'ils vont peut-être garder, ils vont rester un peu dans ces eaux-là. Et pour ça, il faut gagner Leeds qui n'est pas. Allez, on sent que notre Vira fait du mieux, mais. Pas ça fait du mieux, mais c'est pas, non, ça va pas être suffisant face à la bonne dynamique de West Ham. C'est costaud derrière et je me dis, devant avec Bowen, ça devrait passer. Oui, pour une fois, je pense qu'il ne faut pas se fier à l'historique, puisque l'historique finalement est inversé. Leeds de maintenant n'a rien à voir avec le Leeds d'il y a quelques années. Et pareil, West Ham, aujourd'hui, est une équipe de référence qui peut arriver effectivement dans les 4 premiers sans aucun problème. Et qui a montré sa force chaque match. Cette équipe me surprend de plus en plus, ça j'avoue. Et c'est pour ça qu'il se retrouve 4e. Alors, contre Leeds, je pense qu'il ne devrait pas y avoir photo parce que d'abord Leeds aujourd'hui est une équipe qui est très limitée à tous les niveaux, qui a une très très mauvaise défense. Je crois que je sais pas si c'est la plus mauvaise défense, parce qu'elle est vraiment très mauvaise. Et en face, on a une équipe de West Ham qui est solide, qui mérite sa place, comme je l'ai dit, qui a des joueurs absents, mais bon, qui a même des Antonio, des Lanzini qui sont très très bons. Et celui dont tu parlais là, l'être bon, c'était ça. Bowen. Donc pour moi, s'il y a un match dans cette grille qui ne pose pas de problème, c'est bien celui-là. Je pense que malheureusement, West Ham va percer contre Leeds, comme on dit. Je pense qu'ils peuvent faire mal à Leeds. Effectivement, on aura face à face 2 des milieux défensifs de l'Angleterre, Declan Rice contre comment il s'appelle celui avec les Locks, le nom m'échappe. Mais en tout cas, je pense que ça va batailler au milieu. Après, globalement, ces effectifs, West Ham est largement favori. West Ham est coude à coude avec les autres équipes de Londres, à savoir Tottenham et Arsenal, pour essayer d'être dans les 4 premières places. Et en plus, ils n'ont pas beaucoup de visibilité avec les matchs en retard, donc ils ne savent pas trop s'ils sont devant ou derrière. Et là-dessus, ils ne vont pas lâcher des points comme ça, avec Jared Bowen en ce moment qui est en feu. Antonio qui n'a pas marqué, mais il est quand même présent dans les matchs. Donc pour moi, clairement West Ham, et même assez facilement à mon avis. Merci messieurs pour ces informations. C'est donc la deuxième pause que nous allons marquer, la deuxième pause de cette émission. Et tout à l'heure, je vais vous emmener du côté de l'Allemagne, plus précisément dans le Land de Bavière, en Souabe bavaroise. On va vous visiter la charmante ville d'Augsbourg, que je connais bien d'ailleurs. À tout à l'heure. Retour sur le plateau de la feuille de match pour les 4 dernières rencontres de la grille que vous aurez à valider avant dimanche 9h55. C'est une grille bien évidemment du Loto Foot 15. Messieurs, je vous l'avais promis, nous allons nous rendre dans le Land de Bavière, dans la petite ville de Augsbourg, qui n'est pas loin d'ailleurs de Munich, bon, une centaine de kilomètres de Munich, et Augsbourg qui accueille l'Eintracht de Francfort. Il faut savoir que depuis le 7 février 2020, l'Eintracht de Francfort n'a plus perdu face à Augsbourg. Regardons ensemble, messieurs, dames, l'historique des rencontres entre les deux formations. Vous allez voir qu'il y a eu 19 confrontations entre ces deux équipes. Augsbourg en a gagné 7, 6 victoires pour l'Eintracht de Francfort et 6 matchs nuls. Je fais confiance à l'équipe qui reçoit, pour ma part. Ah bon? Oui. Et pourtant, on a un qui est à la porte de la relégation, ouais, mais bon. Et l'autre qui est une équipe
qui a fait mal, on a pris du plaisir. Comme ils m'ont piqué dans mes statistiques en début de saison, maintenant je les suis et ils ont des victoires de rang. Ils ont des victoires face à Mönchengladbach. Ils ont un beau jeu. On a un Kevin Trapp qu'on connaît très bien dans les. On a un Kevin Trapp et c'est une équipe qui a eu un revers face à Dortmund. Mais parce que Dortmund s'est réveillé à la 77e minute. Mais Francfort menait 2-0 par Maori pendant toute la première mi-temps, tranquillement. Donc je pense que c'est une équipe qui va resserrer les boulons en défense pour pouvoir remporter à l'extérieur et confirmer, parce que pour moi c'est une équipe aussi surprise dans la Bundesliga. Et face au modeste Augsbourg, à part le fait que ce soit une banlieue munichoise sympa, je ne vois pas rivaliser avec le Francfort d'aujourd'hui. Moi, je comprends un peu ce que veut dire Ronny, et je le suis un petit peu parce que, pour moi, le championnat d'Allemagne, la Bundesliga, est vraiment le type même de championnat surprise. Parce que quand je vois que le Bayern de Munich est capable de se faire battre par des équipes... une fois comme ça. Non, mais même ça, là, c'est arrivé encore. La Mönchengladbach, ils ont gagné contre eux. Non, attention, je pense que Augsbourg, d'abord, a une très bonne défense. Bon, même si c'est une équipe limitée, mais ils sont quand même... Je crois que derrière eux, il y a 3 matchs sans défaite déjà. Donc, alors c'est vrai, Eintracht de Francfort, c'est une équipe qui a montré de ses qualités, qui est une équipe en forme du championnat, qui a un jeu offensif, effectivement, qui rappelle un peu nos équipes de Strasbourg et compagnie. Donc c'est vrai que logiquement, si on doit être là dans la logique logicienne, on va dire que Francfort est censé gagner ce match. Mais, attention, moi je dirais qu'il faut faire peut-être une petite curiosité là-dessus, et que Augsbourg, qu'on ne connaît pas, que personne ne connaît pour l'instant, mais qui peut devenir une équipe surprise dans cette grille, 16e, mais tout est possible. Donc moi je dirais victoire de Francfort, mais pourquoi pas, allez, la surprise du chef avec Augsbourg qui peut créer une incroyable surprise. Moi j'ai mes petites habitudes en Bundesliga, quand il y a toujours un petit match de Bundesliga sur la grille. Et comme je disais la dernière fois, c'est qu'en Bundesliga il y a finalement très peu de matchs nuls par rapport à d'autres championnats. Donc souvent je mets victoire à domicile, victoire extérieure. Mais là, cas particulier, c'est Francfort. Francfort, c'est notre porte-bonheur depuis le début. À chaque fois qu'ils sont dans la grille, ils gagnent. Et quelle que soit l'équipe, Bayern, Mönchengladbach, ils gagnent. Donc là-dessus, je mettrais une pièce sur Francfort parce que je suis un peu superstitieux. Carrément. Ah oui. Et tu verras. Mais vous êtes sûr, messieurs, du coup, là, pour Augsbourg, Francfort, Maître Pascabon, vous êtes sûr du coup? Oui, moi je... Vous ne voyez pas du tout Augsbourg faire le... Non. Ah ouais, moi j'ai dit l'inverse, moi j'ai dit que... Oui, non, mais pour vous, oui. Non, je suis sous la dynamique, le fil rouge de Francfort depuis au moins le mois de novembre. Et c'est du costaud, non, je vois pas Augsbourg... Non, mais bon. Stoppé. De toute façon, comme je dis, le championnat d'Allemagne, c'est un championnat où tout peut arriver, il y a toujours des surprises. Donc, et c'est ce qui fait qu'on peut avoir le fameux 14 qu'on attend tous. C'est ça. Voilà. Match nul alors. Voilà. La surprise pour vous, ce serait quoi? Oui, ce serait Augsbourg obtenir le match nul. Augsbourg gagne, tout simplement. D'accord, ok, carrément. Ouais, bah oui. Comme on dit, un hold-up. Je sais pas. Moi, je sens bien le hold-up. Un hold-up, voilà, pourquoi pas. Et puis, se maintenir, ligne de flottaison. Et oui, bien sûr. Il n'y a que 9 points d'avance pour Francfort par rapport à Augsbourg. Attention, ce n'est pas gagné. Tu parli italiano? Pourquoi? Non, c'est notre langue ça. L'AS Roma et Cagliari. L'AS Roma et Cagliari, messieurs, vous accueillent pour l'ouverture de cette page italienne. AS Roma Cagliari, c'est le match numéro 11. Cagliari qui n'a plus gagné à Rome depuis le 1er février 2013. Regardez l'historique des rencontres entre les deux formations avant de partir en conjecture. Les amis, il y a eu 87 confrontations, 37 victoires de la Roma, 22 pour Cagliari et 28 matchs nuls. On dit bien Cagliari. Ah, c'est pour notre... Michauvigne. Voilà. Le polyglotte. Mais moi, je vois bien l'AS Roma gagner. Oui, il faut bien. Il n'y aura pas de surprise. Il faut bien qu'un moment que la Roma. Qu'il n'y ait pas de surprise. La Roma, non, il faut que la Roma aussi gagne quelques matchs. Tu ne peux pas jouer. Encore une fois, on l'a dit, on a discuté encore une fois, face à la Juventus, on aurait pu penser que la Juve aurait claqué tout de suite.
Mais il a fallu cette remontada. Ah ouais. Voilà, il faut bon, allez, on va faire une petite séance défense avec Mourinho parce que non, devant ça joue bien. Moi, voilà, Abraham, on sait qualité. Ça se passe bien devant quand même. Hein. Chaque fois, on voit des matchs où la Roma mène au score et puis se fait rattraper, se fait doubler. Voilà. Donc c'est un peu compliqué, mais face à Cagliari, je pense que quand même là, il faut pas. Je veux pas les gars, il faut pas laisser Rome mourir. Donc le 6e doit se redresser à domicile, se rassurer. Moi, voilà, on a des joueurs qu'il faut, je dis, au milieu de terrain et devant. Allez, un peu plus de sérieux derrière, un peu moins naïf, un peu plus de gringa parce que j'ai vu. Hein, ça défend, mais bon, voilà. Il n'y a pas de cette espèce d'impact et qui font qu'ils se font surprendre. 3 buts entre la 87e et la 90e minute. Quand même, ça se fait pas. C'est une faute professionnelle. Donc je pense pas que Mourinho laissera passer ça. Donc victoire pour moi de l'AS Roma à domicile. C'est un peu la fin de Mourinho quand même. Oui, je pense sent la fin. Ouais, ça sent la fin d'un cycle. Ouais, c'est vrai. Je crois que Mourinho, là, bientôt, il va partir, il va aller manger ses bolognaises. Il viendra entraîner la solidarité. Non, mais c'est vrai que j'imagine sa tête quand, après le match la semaine dernière, quand il mène 3-1 et il se fait remonter pour perdre 5-4 contre dans un match à 6 points. Ah, c'était terrible. Hein. Je pense que là, ils ont pris cher, les joueurs. Là. Donc c'est pour ça que je pense que cette fois-ci, là, ils vont être très vigilants et qu'ils ont envie de se rattraper parce que perdre contre Cagliari là, ça serait vraiment la suprême insulte. Maintenant, c'est vrai que Cagliari a une défense passoire avec des joueurs absents aussi. Donc voilà, bon, je pense que sur ce match, il n'y a pas photo. Je pense que c'est un match qui va se faire où la Roma va assurer le coup. Surtout après la déconvenue contre la Juventus, ils ont besoin de points. Donc voilà, ils vont gagner ce match sans aucun problème. Et nous, on ira manger la bolognaise. C'est vrai que sur le papier, Cagliari, ça fait pas vraiment peur. L'équipe sicilienne a enregistré très peu de points depuis le début de saison. Ils avaient un attaquant l'année dernière qui plantait pas mal, c'était Joao Pedro. Cette année, on le voit plus. Donc le seul atout qu'ils avaient, ils l'ont perdu. Et de l'autre côté, la Roma, j'avais un peu de peine pour les joueurs. J'aime pas Mourinho, mais j'ai quand même un peu de peine pour les joueurs parce que ça devait pas être facile à encaisser quand même ce retournement de situation. Et je pense que là-dessus, ils ont pas été franchement réussites non plus. Hein. Ils encaissent 3 buts, c'est mental, mais c'est aussi un peu de réussite peu de réussite du coup. Donc là-dessus, je mettrais Roma, clairement, ils vont se remettre dans le droit chemin, ils vont essayer de rattraper les points de retard qu'ils ont. Match numéro 12, on approche de la fin avec ce Atalanta Inter de Milan. Alors ça, c'est un match séduisant à plus de titres, puisque l'Inter n'est voilà, c'est une machine, mais en même temps, c'est une machine qui peut déraper à n'importe quel moment. D'ailleurs, c'est vrai que les interistes surfent sur une série de 6 matchs sans défaite face à l'Atalanta de Bergame. Mais regardons ensemble, les amis, si vous le voulez bien, l'historique des rencontres entre les deux formations. L'Inter qui en a gagné, l'Atalanta qui en a gagné 31 victoires pour 31 matchs nuls. Je ne vois pas bien le chiffre pour l'Inter de Milan. Patrice Basile, peut-être que vous allez pouvoir m'aider. 65. C'est ça, 65. Ouais, 65 victoires, donc par déduction, 65 victoires pour l'Inter de Milan qui mène largement au bilan des 121 confrontations entre les deux clubs. Mais bon, l'Atalanta reste une valeur sûre du calcio. Moi, je vois bien ma couverture complète sur ce match-là. Ronny, moi je reste sur la dynamique et sur l'aspect psychologique. Le match était épique hier en Super Coupe. Super match. Inter Juventus. Bon, ils sont là, ils sont au rendez-vous. Voilà, il y a des rendez-vous manqués. Et puis, comme on l'avait dit, un costaud, parce que c'est pas des scores fleuves avec des différences notables. On voit bien que c'est toujours un petit peu dans le dur, mais un peu le côté du champion en fait. On a noté qu'ils sont solides, ils peuvent se faire secouer, ils prennent un but, mais derrière, voilà, pareil, face à la Juve, qui est une équipe qui, en ce moment, qui est en mode on remonte à la du classement. Fallait qu'en Super Coupe, c'était une victoire de panache avec le petit plus de Sanchez qui est un petit peu sous le banc ces jours-ci, Alexis Sanchez, qui avait un petit peu annoncé un moment à Marseille, mais bon, il faut un tox, comme dit, il faut attendre que l'autre sorte de convalescence peut-être pour récupérer. Mais en tout cas, pour l'instant, il est à l'Inter, il fait les beaux jours, il a fait un super match hier dans le dur. Et je vois, même si, alors moi je vois l'Atalanta à sa place, c'est une équipe qui est
qui est l'équipe qui nous plaît de temps en temps et qui est à la 4e place, mais qui aussi déçoit un peu, des fois dans cette espèce de naïveté défensive, un peu qui paye cher dans le moment faible. Et comme je l'ai dit, dans les moments forts de l'Inter, il plante. Donc je vois bien pour le premier, celui qui règne. Il y avait aussi la Lazio, il y avait aussi même le Milan AC Caracol derrière. Inter aura à cœur de pouvoir continuer à être donc, sous le 3 du championnat du Calcio et continuer à donc distancer un peu ceux qui viennent fort derrière. J'ai dit, la Juve vient fort derrière en championnat et puis Milan aussi, confirme bien avec un Hernandez qui est feu. Donc non, je pense quand même que l'Atalanta sera un peu courte face au milieu de terrain et à l'attaque de l'Inter. Moi j'avais découvert l'Atalanta il y a 2 ans ou 3 ans, j'étais en Champions League contre le Paris Saint-Germain dans ce fameux final fort où ils avaient failli sortir le PSG. Et depuis ça, je suis cette équipe et c'est vrai que c'est une équipe qui est très efficace à tous les niveaux et qui mérite sa 4e place encore une fois. Mais dans ce match-là, malheureusement, je crois qu'ils ont encore beaucoup d'absents. Et contre un Inter de Milan qui est devenu un leader solide de ce calcio, parce qu'il n'y a pas très longtemps, c'était Naples qui dominait, et puis finalement, l'Inter a imposé sa loi, comme on dit. Non, mais l'Inter a une attaque de feu. L'Inter est une équipe qui aujourd'hui est d'une valeur sûre. Et contre cette Atalanta affaiblie, je pense qu'ils vont gagner ce match parce que d'abord ils sont décidés à rester en tête et gagner ce calcio et puis surtout ils ont leur effectif je crois complètement au complet donc oui donc je pense que là l'Atalanta aura du mal donc moi je mets Milan sans aucun problème. Pour moi, c'est franchement l'un des matchs les plus difficiles sur la grille avec le Marseille-Lille. J'aurais bien aimé mettre mon triple, mais je vais peut-être pas en mettre 2, ça fait un peu cher à la grille. Donc là-dessus, c'est vrai que l'Inter, c'est le patron, je le disais déjà la semaine dernière, quand il se déplaçait souvent, c'est pas pour rien. Oui. Mais alors, s'il y a une équipe qui est pas capable de dérégler les machines, c'est l'Atalanta. On parlait de Sassuolo d'autres fois avant. L'Atalanta, c'est un peu dans le même genre, ils ont un style de jeu où ça joue, il y a pas mal d'efforts. Et moi, je trouve quand même, en plus, que malgré les absents, ils peuvent être assez dangereux dans le sens où ils ont des joueurs un peu interchangeables des fois. Pas tous, hein, mais quand Pasalic remplace Malinowski ou Mele remplace Gossen, ça se voit pas forcément sur le terrain. Donc gros match. De l'autre côté, les joueurs seront préparés avec Lautaro Martinez en forme, Barilla en forme, Skriniar en forme. Donc gros match et je pense qu'il va y avoir des buts. Et je pense voir un beau match. Donc j'ai éliminé le nul et je me suis dit une victoire d'un côté ou de l'autre. Mais parfait, messieurs. Dernier match de la grille, il s'agit de match de la CAN, qui est un match qui va opposer l'Algérie à la Guinée équatoriale, 2 équipes qui se rencontrent pour la première fois dans cette compétition. 2 pays qui s'affrontent pour la première fois, mais les Algériens sont déjà, j'ai envie de dire, dos au mur, puisqu'ils ont perdu le premier match. Ils doivent absolument l'emporter, raison pour laquelle je donne la faveur de mon pronostic à cette équipe algérienne. Mais moi aussi, Oni, moi je pense que dans le contexte actuel, ils pensaient un peu comme le champion sortant avec cette espèce de bonus, démarrer mieux cette CAN. Et pourtant, ils se sont fait un peu aller neutraliser. Donc, ils seront dans l'obligation, ils auront le taf à effectuer. Alors, face à une modeste Guinée équatoriale, mais qui a fait aussi un premier match prometteur. Qui a un peu. Qui s'est fait peut-être battre au Cameroun, mais vraiment, il a fallu un fait de jeu. Non, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, mais. Non, je pense pas. Mais en tout cas, non. L'Algérie devra gagner ce match-là. Donc, c'est pour ça que je mets carrément une victoire de l'Algérie. Alors, bien là, parce que s'il faut citer dans toutes les lignes, plus ou moins des stars, puisqu'elles sont tous dans des grosses équipes européennes. Mais ils sont. Alors, à moins qu'il y ait le syndrome de Saïsna ou de Kobe. Donc, attention, donc à Kobe ou Saïsna en Afrique du Sud, les Français connaissent bien. C'est encore douloureux peut-être pour certains, mais attention, l'Algérie en danger. Voilà, mais il faut gagner face à la Guinée, pas de match nul, il faut une victoire. Parce que c'est des équipes, c'est des poules à 4 équipes, donc il faut gagner le maximum de matchs.
Alors, moi, je voudrais m'arrêter un petit moment sur cette Algérie qui, effectivement, me rappelle énormément la France d'actuellement, puisque c'est vraiment l'équipe qui a un effectif XXL, qui a les meilleurs joueurs aux meilleurs postes à tous les niveaux sur cette CAN. Donc, c'est le favori logique. Voilà. Logique. Et c'est vrai que souvent, on s'est rendu compte que des équipes comme ça, qui arrivaient avec un maximum de joueurs mouse costauds, comme c'est le cas pour la France, se retrouvent un petit peu avec des problèmes. La France l'a vécu contre la Suisse au dernier championnat d'Europe. On avait les meilleurs joueurs du monde et pourtant on s'est fait battre. Et là, dans ce premier match, ils ont fait un 0-0 qui illustre bien parce qu'ils sont très forts, alors ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de jouer pour gagner. Et peut-être qu'ils ont commis l'erreur, justement, de sous-estimer ces équipes qui leur sont proposées dans ce premier tour. Et là, la Guinée équatoriale va arriver, pareil, pas pour se faire bouffer, mais pour essayer de résister le plus possible. Donc, comme ils sont, effectivement, vous l'avez bien dit, Ronnie, dos au mur, est-ce qu'ils n'auront pas la pression? Est-ce qu'ils ne vont pas faire un petit peu jouer un petit peu n'importe comment? On ne sait pas. Donc moi j'ai voulu mettre un petit nul là-dessus parce que allez, c'est peut-être le match, justement, un des matchs qui va nous permettre d'avoir une grille gagnante, parce que c'est facile de pronostiquer l'Algérie. C'est normal, c'est le rouleau compresseur de cette CAN, mais comme il y a eu un petit problème au démarrage, peut-être que la mécanique va s'enrayer et peut-être qu'on aura une surprise. Donc voilà, moi je mise sur la surprise, tout simplement. Ça, il peut y avoir une surprise comme le précédent match, c'était contre la Sierra Leone, hein, ça nous échappait. 0-0 contre la Sierra Leone. Alors la question c'est est-ce que l'Algérie va pouvoir péter la Guinée équatoriale, comme disent certains journalistes. Ça dépend de la température peut-être, je sais pas. Non, pour moi, et de l'arbitre. Et de l'arbitre aussi, si l'arbitre siffle avant la fin du match, je sais pas. Mais non, plus sérieusement, l'Algérie, ils peuvent pas faire de matchs comme ça. Et c'est vrai qu'on parlait d'individualité contre le collectif. On a vu sur les dernières compétitions internationales que le collectif finalement était plus important que les individualités, notamment à l'Euro où l'Italie s'est imposée. Et je pense que Belmadi, malgré tout, il fait du bon travail à mon avis avec l'Algérie. Et j'espère vraiment qu'on va retrouver le collectif qu'on avait vu lors des précédentes éditions. Donc moi j'y crois encore à cette Algérie-là. Et je vois bien faire une victoire éclatante là-dessus, pour prouver qu'ils sont là. C'est vrai que c'est une sacrée belle équipe, hein, cette équipe algérienne. Mais j'ai envie de vous dire, mon cher Guillaume, que quelque part, j'ai le sentiment que Belmadi se fait un peu piéger par toutes ces stars. Brahimi, qui n'est plus que l'ombre de lui-même, par exemple. C'est ça qu'on sent l'impression, par contre. Hein. Ouais, c'est pas ça que Brahimi, voilà quoi. On fait jouer ces gars-là parce qu'ils sont champions d'Afrique en titre. Mais en même temps, Brahimi n'a plus tellement sa place dans l'équipe. Je trouve qu'il est un petit peu en deçà, mais bon, après on verra. Il reste Mahrez, il reste Sané. Bon, Mahrez est une valeur sûre. Il est encore quand même, il pète le feu du côté de City. Bon, maintenant, je trouve qu'il en fait un peu trop et qu'il oublie les fondamentaux du football. Parce que je sais pas. J'ai pris l'exemple en début d'émission, vous n'y avez peut-être pas prêté attention, mais Mahrez a dribblé 3 fois les 3 mêmes joueurs dans un périmètre de 10 mètres. Un peu comme Neymar, quoi. 3 fois. Ouais. Il les a dribblés, il est revenu, il les a redribblés. Je veux dire, à un moment donné. Bah oui, avance, quoi. Mais bon, le mec, voilà. Ça sent le oui. Mais bon. On verra bien, en tout cas, on le souhaite pour les Fedec algériens. C'est le rendez-vous de dimanche dans la Coupe d'Afrique des Nations. Les amis, merci. On va synthétiser tout ça et on va revenir dans quelques instants avec la synthèse de la grille. Je vous propose tout de suite de passer la parole à la défense. Et dans Parole à la défense, il est encore une fois question de Coupe d'Afrique des Nations. Et pour cause, l'arbitre de la rencontre Tunisie-Mali, victime d'insolation, il s'agit du Zambien Jani Sikazwe. Oui, Ronnie, très belle présentation pour un accusé du jour qui vient dans un contexte. Le contexte, c'est bien évidemment le match entre le Mali et la Tunisie, un match qui, en tout cas sur les tableaux, a été remporté par le Mali 1-0 penalty de Koné, avec des chiffres qui vont entrer dans l'histoire.
l'histoire de la Zambie, l'histoire de la CAN, c'est le contexte, c'est le chiffre 87 et le chiffre 89. Alors 87-89 parce que ce sont, on va dire, deux éléments qui marquent, on va dire, les erreurs, les manquements de cet arbitre zambien, donc qui est devenu une star, qui fait le buzz. Au moins, vous allez pouvoir vous chercher où placer la Zambie désormais dans cette Afrique, et qui est ce Joseph Kizazoué. Et c'est vrai que cet arbitre, donc voilà, il a interrompu le match dans un premier temps à la 85e minute. Donc match arrêté ou en tout cas terminé. Et puis après les remarques, il s'est ravisé, il a repris le match quelques temps après. Il a encore arrêté à la 89e minute. Et c'est ce qui a suscité les mots, les polémiques, le scandale rocambolesque, la honte, voilà. Et puis surtout la rage des Tunisiens qui ont perdu ce match au détour de l'arrêt définitif. Et c'est vrai que cette accusation elle pose beaucoup de questions, c'est intéressant. Déjà sur l'application de la loi numéro 7, sur cette question de la durée du match, mais aussi le rôle de l'arbitre. Et sa responsabilité ou pas dans la défaite de la Tunisie, parce qu'il faut reconnaître aussi dans le fond, le Mali a mieux joué que la Tunisie. Il y a eu, je l'ai dit, ce penalty donc réussi par Ibrahima Koné, mais il y a aussi un penalty qui a été raté par Kazri, notre fameux Kazri. Et c'est vrai que au moment où cet arbitre va pouvoir arrêter le match à la 87e minute, on venait d'avoir un carton rouge pour le Mali, et peut-être que pendant les quelques minutes qui restaient, la Tunisie avait l'espoir de pouvoir renverser, de faire remontada et peut-être de gagner ce match. Beaucoup de supputations qui font qu'il y a beaucoup de poids aujourd'hui qui pèsent sur les épaules de ce Zambien dans cette Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie, je le dis exprès parce que peut-être qu'au détour des sponsors, il aurait fallu peut-être opter pour un Capes Dolé ou Matouba ou je sais pas. En tout cas, il vient parce que oui, il y avait cette fameuse canicule, cette chaleur qui a, une fois que la pression, l'émotion est retombée, le lendemain on s'est rendu compte qu'il y a eu une problématique personnelle, physique de cet arbitre qui a été victime d'une insolation. C'est pour ça que je plaide l'indulgence, mais surtout donc la non-responsabilité de cet arbitre, parce que lorsqu'il faut condamner quelqu'un, on tient compte de trois paramètres. On tient compte donc des faits, donc les éléments matériels, on tient compte de son élément moral, donc sa psychologie, qu'est-ce qu'il a volonté de pouvoir nuire, ou en tout cas effectuer nuire aux Tunisiens, je ne pense pas que ce soit le cas pour cet arbitre, et surtout de sa personnalité. Et j'ai envie de dire que quand Kazri même le dit à un moment, quand on se retrouve avec un être humain, même si il est arbitre, qui au fil des minutes était plus ou moins victime de manque de cohérence face à cette insolation, peut-être que ça a expliqué d'une part donc ces balbutiements, ces erreurs, ces manquements liés donc à cet arrêt à la 87e minute et à la 4e minute. Donc c'est une forme d'altération, une forme d'abolissement de son dénouement qui peut permettre d'arracher sa non-stabilité sur le plan pénal. Ça, c'est de d'une. De deux, c'est de dire aussi, je l'ai dit, revenir sur, quelque part, ces notions autour de la loi numéro 7. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit deux côtés. C'est vrai que cette loi nous dit que lorsqu'on arrête le match avant les 90 minutes, en tout cas dans les deux périodes de 45 minutes, il faut penser peut-être à rejouer le match, surtout là, lorsque les Tunisiens, après plus de 20 minutes, ont été priés de revenir jouer le match. Et le sélectionneur tunisien disait, les mecs étaient déjà en short dans les garçons en récupération, et on leur dit, rechaussez les crampons et revenez jouer les quelques minutes. Donc on pourrait dire que ce match serait à rejouer. Et là, ce serait la responsabilité, non pas de l'arbitre, mais peut-être de la Confédération africaine de football qui serait engagée. Mais aussi une autre loi, et bon ami de Ronny, l'arbitre aussi connu sur les plateaux, en parlait hier justement. L'arbitre, quelque part, reste encore le maître du temps. Il peut, mais il n'a pas l'obligation de pouvoir décompter les changements, les phases de penalty et même les pauses liées s'il estime qu'il a, lui, à son temps réglementaire,
épuiser donc le temps, les 90 minutes. Donc on peut aussi se dire que son chronomètre s'est déclenché avant celui des commentateurs ou de celui du stadier et qui donne l'impression d'avoir été volé de quelques secondes vis-à-vis du public et vis-à-vis des spectateurs et des Tunisiens. Bon, on sent bien quand même que dans cette affaire-là, on est dans une impasse. Pourquoi? Parce qu'il y a une réserve, bien évidemment portée par la Tunisie, parce qu'ils ont refusé, je l'ai dit, de se présenter. Et on a eu la confirmation aujourd'hui que cet arbitre a été conduit à l'hôpital face à une réalité d'une insolation. Donc c'est un fait qui doit aussi nous dépassionner. Parfois, lorsqu'on aborde la CAN, on est toujours un peu dans l'auto-flagellation. Ouais, on a honte parce que là, non, il y a des problèmes d'arbitrage, même en Coupe d'Europe, en Coupe du Monde, voilà, dans d'autres pays. Il ne faut pas que la CAN puisse se dire que c'est parce que c'est la CAN, c'est en Afrique qu'il y a une approximation. Comme je l'ai dit, peut-être qu'il faudra d'organisation pour avoir plus d'énergie à l'eau que d'énergie carburant et de pouvoir prévoir donc les problématiques d'insolation qui peuvent jouer à la fois sur la ligne, mais les joueurs ne sont pas exempts de ce risque de souffrir parce que les matchs sont diffusés à des heures où le soleil tape fort et on peut avoir des désillusions chez les clubs. Donc à mon sens, il faut tenir compte de ces éléments-là et se dire que, en tout cas là, même si je déclare donc cet arbitre non responsable en tout cas de la défaite de la Tunisie elle-même s'est exposée elle-même à une défaite tout à fait de façon 3-0 par le fait même qu'elle n'ait pas repris le match, malgré, je l'ai dit, c'était un peu baroque, mais évidemment pour pouvoir motiver les joueurs qui étaient déjà déshabillés, voilà. Ça sera compliqué en tout cas pour les instances qui ont été saisies pour pouvoir trancher. Est-ce qu'on peut considérer, et c'est ça que je l'ai dit, il y a deux lois qui s'opposent, on peut considérer qu'à partir du moment où il y a ces 4, 5, 6 minutes qui ont été volées aux Tunisiens, il va falloir rejouer le match, parce que certains réclament de rejouer ce match-là. Ou bien, on va considérer que, je l'ai dit, l'arbitre reste le maître du temps, à partir du moment où il considère que même à la 81e minute que le temps est écoulé à sa montre, ben, on peut ne pas revenir. Et s'il vous réclame et s'il reprend le match et vous ne revenez pas, ben, vous perdez le match tout à fait vert. Donc attention à cette défaite. En tout cas, je l'ai dit, vous allez vous souvenir de cet entraîneur, de cet arbitre. Alors pareil, hein, je l'ai dit, la pénalité c'est toujours les antécédents. Alors on allait chercher, il a été suspendu en 2018 pour des faits qui étaient complètement exempt par rapport à sa compétence. C'était lié à des suspicions de corruption qui n'ont pas été vérifiées. Donc restons sous ce match-là. Il y a eu des erreurs, mais apparemment il y a un pépin physique derrière et des passionnants et continuons à garder ces belles cannes. En tout cas, vous avez découvert la Zambie et Joseph Kizazoué. Objection, votre honneur, Patrice Basile? Non, je suis tout à fait d'accord. Il faut avoir beaucoup d'indulgence avec ces gens qui font que le football doit rester le football et tout le monde a droit à une erreur et personne n'est perfectible, on dirait. Personne n'est à l'abri de ce genre d'erreur. Voilà. Guillaume? Bah quand même, avec un nom comme ça, Joseph Ikassoué, Baïdlo aussi Ikassoué, attends, pas comprendre ça. Elle est pas mal. Non, ça peut arriver, il faut pas oublier que le football, ça reste un jeu, quoi. Ah ouais. Donc oui, il peut y avoir des problèmes de santé, ça passe au premier plan finalement par rapport au jeu. Alors finalement, personne n'a demandé de ces nouvelles, quoi, en fait. Non, c'est vrai. Le rôle ingrat des arbitres restera toujours ingrat. C'est dur d'être arbitre quand même. Merci en tout cas, Maître Pascal Bon. Ça y est, c'est l'heure de vous livrer la synthèse des pronostics de cette deuxième feuille de match de l'année. Elle va s'afficher, cette synthèse, dans quelques instants sur votre écran. Vous allez pouvoir bien évidemment avoir donc nos pronostics à nous, en tout cas qu'il en ressort de tous nos commentaires. Le match numéro 1 entre Marseille et Lille, on vous propose le 1, le N et le 2. 3, Lyon, on vous propose le N et le 2. Monaco, Clermont, le 1. Reims, Metz, le 1 et le N. Lorient, Angers, le N. Strasbourg, Montpellier, le 1. Tottenham, Arsenal, le 1 et le 2. Liverpool, Brentford, le 1. West Ham, Leeds, le 1 et le N. Augsbourg contre l'Eintracht de Francfort, le 2. L'AS Roma contre Cagliari, le 1.
l'Atalanta de Bergame contre l'Inter de Milan le 1 et le 2. Et enfin, Algérie, Guinée équatoriale. Nous vous proposons tout simplement le 1, bien évidemment. Un peu logique, mais bon, après, vous avez aussi le choix de prendre un peu ce qu'on s'est dit, ce qu'on a dit. Il y a eu quelques surprises préconisées par Maître Pascal Bon, d'autres par moi-même, ou encore par Patrice Basile, ou encore Guillaume Michaud. Vous faites votre tambouille et vous validez tout cela avant dimanche 9h55. Et nous, on se donne rendez-vous, messieurs, jeudi prochain, même heure, même antenne, pour la première diffusion de la feuille de match. Oui, Ronnie, et puis qu'on puisse savourer cette canne. Voilà. Il ne faut pas la bouder. Il y a le championnat européen, mais il y a aussi cette canne qu'il faut valoriser. C'est une belle compétition. Moi, je suis preneur. Je vais essayer au détour de ces matchs d'apprendre un peu plus sur ces joueurs, ces pays qu'on connaît un peu moins. Je salue mes amis de Tiponche Club et je souhaite que l'année 2022 soit une année footballistique. Vous allez m'inviter à une troisième mi-temps du Tiponche Club. J'imagine que ça doit être festif. Et puis, j'invite tous mes amis présents ici et même ailleurs. Pareil, je suivrai Patrice, j'attends que ça et je vous souhaite de bons matchs tout simplement. Merci et bien évidemment vous restez sur Éclair TV. La suite de nos programmes, c'est juste dans un court instant.